Bonjour à tous. On se retrouve pour la première conférence de la matinée. Nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Magnan. Alexandre est directeur de recherche à l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales. Il travaille, euh, il travaille ses travaux de recherche se portent sur les trajectoires de vulnérabilité au changement climatique au niveau des petites îles, notamment dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. Alexandre est aussi membre du GIEC. Il est l'un des principaux auteurs du rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère et va être l'un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC qui sortira en 2022. Donc, Alexandre, si jamais j'ai fait une erreur dans ta biographie, tu me dis. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Alexandre va nous parler de comment s'adapter au changement climatique sur les littoraux. Il va nous parler des différents risques, des solutions et des trajectoires. Et Alexandre, je vais te laisser la main du coup. Donc, je vais partager mon écran. Et Merci Léo. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Léo, est-ce que tu peux me confirmer qu'on m'entend bien? Ouais? on t'entend bien. Ah, bah Oui, super. parfait. Merci. Merci beaucoup. Je mets mon petit chronomètre en marche. Merci beaucoup Léo. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé ce week-end de COP2 étudiantes. Je suis ravi de voir qu'il y a à peu près 417 personnes enregistrées. Je crois que c'est ma plus grosse audience. Donc c'est super d'avoir organisé cet événement et finalement les conditions sanitaires font que on peut avoir plus de monde rassemblé à un même moment. Donc finalement, c'est d'un certain côté, c'est chouette. Je vais te demander de mettre la toute première diapositive, Léo, s'il te plaît. Si tu fais présentation et mode diaporama, en fait, tu vas pouvoir activer le mode plein écran tout en bas. Et tu vas pouvoir afficher comme si c'était un plein écran de PowerPoint. Super, et merci beaucoup. Et du coup, diapo après diapo. Alors, l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet dont vous avez nécessairement entendu parler ici et là. C'est un sujet qui s'est imposé depuis à peu près 2 décennies à toutes les échelles, hein, que ce soit à l'échelle internationale ou aux échelles locales. Et si la science a fait des progrès assez conséquents quand même pour comprendre ce que s'adapter signifie en tant que concept, il reste des questions assez essentielles et qui sont pourtant finalement très simples. Et du coup, c'est un petit peu perturbant des fois quand on est scientifique, quand on travaille sur ces questions. D'un côté, on connaît un peu mieux le concept, enfin même beaucoup mieux le concept, et de l'autre côté, on a toujours du mal à répondre à des questions très simples qui sont posées par les décideurs locaux, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire, où et quand.
Et répondre à ces questions, bien sûr, si on n'y arrive pas totalement, c'est que c'est pas si simple que ça, en réalité. C'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et aujourd'hui, voilà, je voulais revenir sur quelques éléments clés autour de ces notions de risque, d'adaptation, de solution, de trajectoire, pour essayer de voir avec vous, finalement, ce qu'on sait des risques actuels auxquels on va devoir se confronter. Ça, c'est donc le champ de l'adaptation. Ce qu'on sait des progrès réalisés en matière d'adaptation jusqu'à maintenant, et puis comment est-ce qu'on peut aller plus loin à partir de maintenant. La diapositive suivante, s'il te plaît, Léo. Donc, commencez peut-être par vous rappeler ou vous expliquer, si vous n'êtes pas familier avec le sujet, ce que sont les risques climatiques sur les littoraux. Alors évidemment, on pourrait discuter pendant des heures des aspects conceptuels à partir de quand commence le risque, à partir de quand commence l'impact et tout un tas de choses. On va essayer de rester assez simple aujourd'hui. Et pour rester simple, vous pouvez essayer de vous mettre dans la tête cette image qui est au milieu de l'écran, qui définit le risque au milieu et qui le définit à la croisée de trois grandes composantes. Les aléas, c'est ce qui est en gris. Alors, excusez-moi, quelques diapositives seront en anglais, je suis désolé. Et celle-là, anglais et français, c'est un petit mélange. En tout cas, le risque, donc, il se pense à la croisée des aléas naturels. C'est ce que vous avez donc en gris sur la gauche, et ça recouvre tout ce qui est lié aux événements extrêmes. Là, vous avez une image d'un cyclone tropical. Et les changements plus graduels, qu'on appelle plus graduels, qui sont par exemple l'élévation du niveau de la mer ou l'évolution des régimes de précipitation. Deuxième grande composante qui détermine ce qu'est le risque, c'est l'exposition, c'est la partie turquoise en bas à droite. Et ça recouvre tout ce qui va expliquer que des aléas climatiques vont affecter un système, que ce soit un écosystème, une société ou un éco-sociosystème, comme on dit. Là, vous avez une image, par exemple, d'un littoral qui est très, très proche de la mer et très urbanisé. Ça fait partie de l'exposition. Et puis, troisième composante qui explique le risque, la notion de vulnérabilité. Ça, c'est le petit truc en haut marron. Et là, ça recouvre toutes les conditions sociales qui vont rendre des populations plus ou moins fragiles par rapport à des aléas naturels qui les frappent. Diapositive suivante. Parallèlement, donc cette notion de risque, elle est générique et elle s'applique à un tas de territoires et de secteurs. Moi, je m'intéresse plus particulièrement aux littoraux. Pourquoi? Parce que c'est quand même des espaces qui concentrent, qui sont des espaces à risque, comme on dit. Justement parce que d'un côté, ils concentrent les populations et les activités humaines. Il faut savoir qu'à peu près 11% de la population mondiale habite sur le littoral, et les littoraux dans leur ensemble génèrent à peu près 14% du PIB mondial. Donc, c'est quand même représentatif d'une certaine masse de population et d'activité. Et puis, on a des sites culturels assez importants et des sites patrimoniaux sur les littoraux. Là, vous avez une image emblématique de Venise, mais il y en a plein d'autres. Donc, d'une part, sur les littoraux, on a cet aspect-là humain. Et puis, de l'autre côté, on a un système océanique et côtier qui est très réactif et très affecté par le changement climatique d'origine anthropique. C'est par exemple ce qui explique l'élévation du niveau de la mer et l'évolution des régimes de tempête. Donc vous avez deux éléments qui se confrontent assez durement sur les littoraux, et donc c'est des terrains de jeu assez intéressants. Diapositive suivante. Et nécessairement, du coup, comme il y a ces enjeux-là, les efforts et les enjeux d'adaptation sont assez élevés sur les littoraux. Alors, pourquoi le changement climatique nous pose un problème sur les littoraux? Parce qu'il va il va accentuer et peut-être amplifier certains aléas côtiers. C'était la partie grise du petit schéma que je vous montrais tout à l'heure. Et bon, il y a évidemment toute une complexité derrière tout ça, mais globalement, il y a trois grands types d'aléas qui vont affecter les côtes du monde tropical. C'est le bas du graphique de gauche, au monde arctique. C'est évidemment le blanc tout en haut.
Donc trois grands types d'aléas. L'érosion côtière, vous en avez tous entendu parler, j'imagine, c'est-à-dire le trait de côte qui recule. Là, vous avez une image de Soulac sur la côte aquitaine il y a quelques années. Il y a deuxième type d'aléa, la salinisation des sols, quand l'eau pénètre sur les terres, après se retire, mais elle dépose du sel, ou par percolation, la salinisation des eaux souterraines, dont finalement beaucoup de populations à l'échelle de la planète dépendent encore, soit pour l'alimentation en eau, soit pour l'agriculture, par exemple. Et puis le troisième grand type d'aléa, vous en avez nécessairement entendu parler, c'est la submersion marine. Et là, vous avez une image de la Charente-Maritime au lendemain de la tempête Xynthia en 2010. Diapo suivante. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces questions de risque et donc d'exposition et de vulnérabilité, et donc à un moment donné les questions d'adaptation, c'est pas qu'une affaire de changement climatique. Ce que je veux dire, c'est que les impacts ou les aléas naturels dont je vous parlais précédemment et les impacts qui génèrent sur les littoraux sont pas que des affaires de c'est la faute du climat ou c'est le changement climatique qui va décider des niveaux de risque dans le futur. En fait, il faut remettre toujours les impacts du changement climatique et donc les réponses qu'on va apporter pour y faire face dans une perspective territoriale plus complexe. Pourquoi? Parce que, en tout cas, sur les littoraux, les scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique, il va d'abord exacerber des pressions qui existent déjà, et puis qui sont, ces pressions sont en partie liées à des modes de développement non soutenables. Donc finalement, on a une combinaison de paramètres qui va entrer en ligne de compte. C'est le schéma que vous avez en fait à l'écran. On a d'un côté l'aspect orange clair. C'est le monde, c'est la famille du changement climatique qui va générer des hausses de température de l'air et des océans, une élévation du niveau de la mer, une évolution des régimes de précipitation, une évolution des paramètres des événements climatiques extrêmes, une acidification des océans, etc. Tout un tas de choses. Et puis de l'autre côté, en parallèle, on a tout, c'est le bleu clair, tout ce qui touche aux questions de développement et d'occupation de l'espace, en fait, par les sociétés humaines. Et sur les littoraux, ça va se traduire en termes de densification de l'occupation du sol et de l'urbanisation, en termes de dégradation quantitative et qualitative de certaines ressources. Et puis, bon, soyons un peu positifs aussi, parfois aussi, ça va se traduire en termes d'efforts de conservation, de restauration des écosystèmes, par exemple. Et en fait, ces deux éléments, le orange et le bleu, vont se combiner. Et c'est à la croisée de ces éléments-là qu'on va pouvoir commencer à réfléchir à la question de risque et de la vulnérabilité. Et ça, c'est le premier carré vert que vous avez à l'écran au milieu et qui détermine finalement ce qui va recouvrir la vulnérabilité. Au final, et ces deux éléments, changement climatique et développement, vont se combiner pour expliquer une évolution qualitative et quantitative des ressources, une perturbation des secteurs d'activité économique et une évolution des modes d'occupation de l'espace et parfois aussi, il faut le reconnaître, l'émergence d'opportunités de développement ici et là. Donc au final, tout ça, cette combinaison changement climatique-développement va poser la question de la recomposition de ce qu'on appelle les systèmes de ressources des territoires, c'est-à-dire toutes les dimensions qui font que l'homme peut, à un moment donné, occuper un espace. Et c'est ça que questionne le changement climatique, c'est ce rapport à notre système de ressources. Et du coup, on va devoir répondre, évidemment, c'est le vert foncé tout en bas, on va devoir répondre à cette recomposition des systèmes de ressources en redéployant nos stratégies d'exploitation économique et de conservation, par exemple, mais aussi nos rapports sociaux, etc. Et c'est ça les questions fondamentales que pose le changement climatique aux sociétés, c'est comment on redéploie nos stratégies d'occupation de l'espace. Et c'est tout le monde de l'adaptation. La diapositive suivante. Alors dans tout ça, donc l'adaptation concrètement c'est quoi? Elle est définie comme un processus d'ajustement, et le mot ajustement est extrêmement important, vous le verrez par la suite. Un processus d'ajustement qui vise quoi? Qui vise à réduire les risques climatiques actuels et futurs. Et ce au travers d'actions qui visent
soit les aléas, soit l'exposition, soit la vulnérabilité, ou les trois en même temps. C'est vous retrouvez le petit schéma de tout à l'heure à l'écran, avec sur la droite pour des exemples d'actions qui permettent de réduire les aléas sur le littoral. Alors en gris tout en haut à gauche, vous avez tout le monde de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui va jouer un rôle extrêmement important dans la limitation de l'ampleur et de l'intensité des aléas naturels, bien sûr, mais on peut aussi faire localement des choses côté adaptation, par exemple en mettant en place des mesures, des solutions fondées sur la nature. Virginie Duvat va vous en parler de manière plus intense à 11 heures, mais des solutions fondées sur la nature qui vont nous permettre de réduire les niveaux de submersion marine localement. On peut planter des mangroves qui vont permettre de réduire l'intensité et l'énergie des vagues qui arrivent à la côte. On peut travailler sur les réservoirs d'eau pour se confronter aux problèmes de pénurie de ressources en eau. Donc, on peut faire plein de choses pour agir sur l'aléa. On peut aussi faire plein de choses pour agir sur l'exposition, donc en bleu, par exemple en relocalisant les biens, et, les personnes et les activités, c'est-à-dire en les déplaçant des zones littorales à risque, en faisant en sorte que nos manières de planifier l'utilisation du sol sur le littoral tiennent vraiment compte des risques actuels et des risques futurs, en mettant en place des systèmes d'alerte quand il y a des événements extrêmes et des systèmes d'évacuation, un tas de choses. Et puis, on peut aussi agir sur la vulnérabilité, par exemple, à travers des mesures de protection sociale, de diversification des ressources, des systèmes d'assurance, etc., etc. Donc, vous voyez que l'adaptation, c'est vraiment une notion très, très liée au risque. Et si vous devez retenir qu'un mot, c'est adaptation égale réduction du risque. Vous trouverez dans la littérature scientifique, par exemple, un tas de développements conceptuels autour de l'adaptation. Je pense qu'on peut rester assez simple et se dire adaptation égale réduction du risque actuel et futur. Et c'est le petit schéma que vous avez tout en bas à droite. Si vous devez vous mettre une petite image simple dans la tête, gardez celle-là. Diapositive suivante, s'il te plaît, Léo. Merci. Alors, tout ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur en termes de risque et en termes d'adaptation? On avait fait un petit exercice dans le cadre du rapport du GIEC, du rapport spécial sur les océans et la cryosphère en 2019. On avait essayé d'évaluer pour différents types de géographie côtière, c'est ce que vous avez en bas des barres colorées. On avait identifié 4 grands types de territoires littoraux finalement. Les cités côtières qui ont des ressources, notamment économiques, les îles urbaines des atolls, les grands deltas tropicaux agricoles et puis les communautés arctiques. Et pour chacune de ces géographies, on s'était demandé, mais finalement, quelles vont être les implications en termes de niveau de risque de l'élévation du niveau de la mer, donc sur ces géographies. Les paramètres liés à l'élévation du niveau de la mer sont complètement à gauche de l'écran. Et puis, pour chacune des géographies, prenez le premier couple de barres colorées au milieu qui touche aux cités côtières riches en ressources. On a fait 2 exercices. D'une part, c'est la barre de gauche. On a essayé d'évaluer les niveaux de risque, donc pour différents niveaux d'élévation du niveau de la mer, une évaluation du niveau de risque sans effort particulier d'adaptation supplémentaire par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Et donc, vous avez une graduation de couleurs, ça c'est la légende tout à droite. Finalement, plus c'est violet, plus le risque est élevé, c'est assez intuitif. Et donc, je reviens sur mes 2 barres des cités riches en ressources. Donc, la barre de gauche, c'est finalement sans effort d'adaptation supplémentaire. Et la barre de droite, c'est et si on faisait tous les efforts possibles en matière d'adaptation, jusqu'à quel point ça nous permettrait de réduire le risque. Et on a fait ça pour les différentes géographies. Et les principales conclusions, Léo, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Les principales conclusions qu'on en a tirées sont les suivantes. Alors d'abord, les impacts additionnels de l'élévation du niveau de la mer sont déjà détectables sur toutes les géographies. Donc, le changement climatique, c'est plus seulement le futur, c'est déjà aujourd'hui. Et ça, c'est un message extrêmement important, notamment qu'on peut délivrer aux décideurs à l'échelle internationale, mais aussi nationale et locale.
Ensuite, on voit que il y a des hauts niveaux de risque sont à attendre pour certaines géographies, en particulier les îles urbaines des atolls et les communautés arctiques. Ces hauts niveaux de risque qui sont à attendre même dans le cas d'un scénario qu'on dit à basse émission, c'est-à-dire un scénario dans lequel on fait tous à l'échelle internationale des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre très importants. Donc finalement, la success story de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre nous mène quand même à des niveaux d'impact et de risque assez forts pour certaines géographies. Donc ça aussi, c'est un message assez important. Troisième message, dans un contexte de scénario à haute émission, pour être honnête, si on continue à peu près, plus ou moins, mais Valérie Masson-Delmotte vous en parlera ce soir, si on continue plus ou moins la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qu'on suit aujourd'hui à l'échelle globale, dans ce cas-là, des niveaux de risque modérés à forts jusqu'à très très forts sont à attendre dans toutes les géographies côtières. Donc les risques climatiques sur les littoraux, c'est pas qu'une affaire de pays en développement. On a tendance à penser ça souvent. Non, c'est l'affaire de tous et aussi des pays développés. Quatrième enseignement, des efforts ambitieux d'adaptation vont vraiment nous permettre de limiter les risques dans toutes les géographies. Donc, ça vaut le coup de passer du temps, de l'énergie à faire en sorte que l'adaptation, ça arrive vraiment. Et la dernière conclusion, c'était que finalement, dans les géographies les plus sensibles, hein, les atolls et l'Arctique, pour faire court, on s'attend quand même si les efforts d'adaptation sont intenses, si vous voulez, les efforts d'adaptation même intenses, dans la plupart des géographies, ne vont pas permettre de réduire, d'éliminer entièrement le risque. Il va rester des risques, c'est ce qu'on appelle des risques résiduels. Et dans les géographies très sensibles comme les atolls et les communautés arctiques, ces risques résiduels risquent quand même d'être eux-mêmes assez élevés. Donc on a un vrai souci. Et dans les cités côtières et les grands deltas, ces risques résiduels vont être moindres, mais ils posent quand même des questions au regard de l'importance démographique et économique de ces géographies. Diapo suivante, Léo, s'il te plaît. Donc là, c'est à peu près, je vais pas m'appesantir, parce que je vois que je mets plus de temps que prévu, donc je vais pas m'appesantir sur cette diapo. Juste regarder en bas les deux petits points qui sont notés. Ok, on a des évaluations, on commence à avoir une idée de comment tout ça va se faire et quel bénéfice on peut attendre de l'adaptation. Ceci étant, on a encore des manques de connaissances assez forts, d'une part sur l'efficacité potentielle de ces efforts d'adaptation. On a du mal à les mesurer assez précisément en termes de réduction du risque. On a une vue d'ensemble, mais pas une vue assez précise. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Et puis, on a des fautes de connaissances sur ces niveaux de risque résiduels et les éventuelles limites à l'adaptation. Ça, c'est les deux grands sujets qui aujourd'hui, enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, moi, c'est les deux que je vois importants pour la communauté scientifique aujourd'hui et pour qu'elle puisse répondre aux demandes des décideurs à toutes les échelles. La diapo suivante. Léo, si tu peux me passer la diapo suivante. Merci. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une vraie urgence à s'adapter. Il y a quelques années encore, on se disait qu'on avait le temps. Il fallait d'abord faire de l'atténuation pour limiter le problème et puis l'adaptation, on verrait plus tard. Bon, là, on n'en est plus là, clairement. L'adaptation et l'atténuation, ça doit se mener en parallèle. Il y a plus à discuter là-dessus. Donc, il y a une urgence à s'adapter, tout simplement parce que le changement climatique, lui, il s'intensifie, il s'accélère. Et ça, on le sait. Valérie va certainement vous en reparler ce soir, mais peut-être Samuel Morin aussi sur les Alpes tout à l'heure à 11h, et Virginie à 11h sur les littoraux, c'est sûr. Donc, on a ce constat-là. Et on se demande finalement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait en termes d'adaptation? Est-ce que c'est suffisant? Il semblerait, ça c'est le consensus général scientifique, que les efforts d'adaptation ne soient pas à l'échelle.
Je vais vous donner l'exemple des conclusions qu'on a tirées dans le Adaptation Gap Report du programme des Nations Unies sur l'environnement, auquel j'ai eu la chance de participer. Léo, la diapo suivante, s'il te plaît. Et qui dit plusieurs choses. Il dit, oui, on voit qu'il y a des progrès qui sont faits à l'échelle globale en matière d'adaptation. Par exemple, on a au niveau national des plans, des stratégies, des cadres institutionnels, parfois des lois qui sont mis en place et qui touchent directement à l'adaptation dans la plupart des pays, mais pas de la même manière et avec des degrés de maturité et d'intensité assez variables d'un pays à l'autre. Parallèlement, on voit bien que les finances pour l'adaptation et le nombre de projets financés par les bailleurs de fonds internationaux au titre de l'adaptation est en croissance à l'échelle mondiale. Très bien. On voit aussi qu'on a des politiques publiques qui cherchent de plus en plus à être très pratiques, pragmatiques, et qui se reposent, c'est pas seulement des plans comme ça, génériques et insipides. On voit de plus en plus venir dans ces plans des choses très concrètes comme l'utilisation des solutions fondées sur la nature, par exemple, et bien d'autres. Et puis, on voit aussi qu'on a des modalités de financement qui évoluent rapidement, avec une diversification des instruments et des sources, et puis des premiers signes de systèmes financiers et d'investissement qui prennent mieux en compte les risques liés au changement climatique et qui donc sont climate proof, comme on dit, ou plus durables. Donc tout ça, c'est très encourageant. Diapo suivante. Dans la diapo suivante, on voit par contre qu'on a aussi identifié des manques. Par exemple, les coûts de l'adaptation, on sait qu'ils augmentent très vite, très fort, et bien que ce soit difficile à mesurer, les experts s'entendent à dire que les coûts de l'adaptation augmentent plus vite que les financements pour l'adaptation. Donc là, on a un petit problème. Deuxième élément, les systèmes de suivi et d'évaluation qui permettent de réviser les plans et les stratégies d'adaptation au fur et à mesure des nouvelles connaissances, de l'expérience acquise, etc. Donc, c'est des outils très importants. Eh bien, ces systèmes d'évaluation et de suivi restent sous-développés à l'échelle globale. Ensuite, on a un manque de connaissances et de preuves sur les effets boule de neige, les effets dominos des politiques nationales d'adaptation sur les échelons infranationaux. Est-ce que le fait qu'il y ait une politique nationale d'adaptation en France est vraiment un incitateur et un galvanisateur de la mise en place de politiques d'adaptation aux échelles locales? Ça reste une question, on n'a pas encore la matière pour réfléchir à ça. Quatrième point, on a évidemment une connaissance mauvaise des tendances futures en matière d'adaptation, en termes de planification, de finances et de mise en œuvre. C'est très difficile de construire des scénarios d'adaptation, pour faire court. Et puis, le dernier point, c'est que les dimensions d'équité qui sont extrêmement importantes pour les notions de vulnérabilité et d'exposition, ces notions d'équité, elles sont encore mal prises en compte dans les politiques nationales d'adaptation. Diapo suivante. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr qu'on a des progrès qui sont faits, on peut le voir, mais on a un manque de preuves que, à travers les régions, les secteurs et les risques, il y a vraiment cette notion de progrès qui est effective. Ces progrès, ils sont de toute façon estimés, même si on ne peut pas le quantifier, c'est le jugement d'experts de la plupart des scientifiques, ils sont estimés ne pas être à l'échelle par rapport aux problèmes que pose le changement climatique, donc c'est un constat assez fort. Et on a aussi du coup des limites scientifiques, techniques et conceptuelles pour mieux cerner ces progrès. Et on a un gros sujet, un gros point d'interrogation qui est, mais quels vont être les effets de long terme de la crise du Covid? Mais ça pourrait être une autre crise sur les efforts d'adaptation qui ne sont pas toujours jugés prioritaires et pour des raisons légitimes, oui ou non, à chacun de juger. La diapo suivante, s'il te plaît, Léo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le doute, ne pas s'abstenir. On doit faire plus, on doit faire mieux en matière d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Sur les littoraux, il se trouve qu'on a un panel de mesures qui pourraient se révéler devenir des solutions, mais pas toujours, on va le voir. C'est le petit schéma que vous avez sur la gauche. On a en gros 4 grandes familles d'actions. Virginie Duvat va les développer un peu plus et les détailler et en proposer des complémentaires. Donc là, c'est la vision simplifiée de la chose. On peut se protéger.
On peut, vous avez des images là de digues, par exemple, c'est de la protection lourde, ou de plantation de forêts de mangroves, c'est la protection douce. On peut avancer sur le trait de côte, mais pas avancer simplement, c'est avancer en élevant, en s'élevant par rapport au niveau de la mer. C'est le projet ambitieux que vous avez tout à droite d'île artificielle dans l'archipel des Maldives, avec l'île d'Ulumale qui est construite à plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut s'accommoder, c'est les petites images que vous avez en bas avec cette jolie maison jaune sur pilotis ou avec des systèmes d'alerte qui vont permettre d'alerter les populations et de faciliter l'évacuation en cas d'événements extrêmes. Et dernière grande famille, on peut se retirer, partir, et c'est la question de la relocalisation des personnes, des biens et des activités. Diapo suivante, Théo. En tout cas, souvent, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des gens qui me disaient, mais vous savez, Monsieur Magnan, on a des incertitudes sur le futur, des impacts sur notre territoire, et puis en plus, c'est à l'horizon de plusieurs décennies, voire de la fin du siècle, donc on ne sait pas trop quoi faire. Probablement que c'est pas à nous de faire quelque chose et que les suivants seront en meilleure position pour le faire. Je comprends évidemment ce type d'argument, mais en fait, c'est un faux argument. C'est pas parce qu'on parle du futur qu'on sait rien. Et il se trouve que sur les littoraux, en réalité, on a une certaine expérience des aléas climatiques et des risques associés, et aussi des réponses. On a déjà vécu des tempêtes, on a déjà vécu des cyclones, on a déjà vécu des pics de température qui affectent les coraux, etc. Et on a déjà répondu à ces choses-là, et on a déjà eu une certaine expérience de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, on a quand même un panel de choses dans les mains, et c'est pas comme si on était tout nu face au changement climatique. Ça pourrait être le titre d'un livre, tout nu face au changement climatique. Bref. En tout cas, ce qu'on peut retirer de toute cette expérience et de ce qu'on voit émerger dans la littérature et de ce qu'on voit émerger des discussions avec des décideurs et des praticiens ici et là, c'est que il n'y a pas de solution miracle d'adaptation. Finalement, chaque mesure devient une solution ou une maladaptation, donc l'inverse d'une solution, en fonction des spécificités contextuelles du secteur ou du territoire concerné. Généralement, il n'y a pas une solution, mais un panel de solutions qui vont se compléter et prendre le relais les unes des autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, ça veut dire tout ça qu'on a déjà des éléments pour penser l'adaptation dès maintenant. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que ces incertitudes sur les impacts locaux du changement climatique et des stratégies d'adaptation futures, ça ne peut pas servir d'alibi à l'inaction. Il faut vraiment sortir de ça. C'est plus le moment de se réfugier derrière ça. Diapo suivante. Léo, ouais, super, merci. Donc, du coup, quelles sont les grandes questions qui se posent et à toutes les échelles? Je vous en parlais tout à l'heure, c'est quoi faire, où et quand. Une fois qu'on a compris que l'adaptation, c'était incontournable et qu'on pouvait commencer à en faire, se posent ces questions-là de, OK, ben alors qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, et puis quand est-ce qu'on le fait? Et là encore, je suis désolé, c'est la rengaine classique du scientifique, mais pas de réponse simple. En fait, toutes les mesures ne sont pas des solutions. Toutes les mesures d'adaptation ne sont pas des solutions. C'est l'exemple que vous avez ici. Alors, je suis désolé, du coup, j'avais une petite animation, mais elle a disparu. C'est pas grave. C'est l'exemple des digues. À gauche, vous aviez une photo de New York qui vous montrait une énorme densité d'occupation urbaine. Il est difficile de déplacer New York. Et donc, dans ce cas-là, mettre des digues autour pour protéger la ville, c'est une vraie solution. Par contre, à droite, vous aviez un exemple en Nouvelle-Galles, c'était en Angleterre, un exemple où mettre des digues risquerait d'être une maladaptation parce que la densité du bâti est pas si forte que ça, et quand on met des digues, finalement, on s'engage dans un entretien économique de ces digues sur le long terme, et parfois, il y a une question de rentabilité économique qui se pose sur le long terme, et puis dans des espaces dans lesquels les systèmes naturels fonctionnent encore un petit peu, les digues perturbent cet environnement naturel. La diapo suivante. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, pas de réponse simple, des mesures qui ne sont pas toujours des solutions, qui peuvent l'être à un moment donné, mais plus à un autre, ou qui ne le sont pas encore, mais vont le devenir. Du coup, l'enjeu clé,
c'est de rester flexible. Et c'est pour ça que ce mot de processus d'ajustement pour définir l'adaptation est extrêmement important. Ça veut dire quoi, rester flexible? Ça veut pas dire laisser toutes les portes ouvertes et pas trop savoir où on va. Ça veut dire réfléchir en termes de trajectoire d'adaptation. C'est-à-dire réfléchir à combiner un panel d'options dans le temps pour répondre à plusieurs défis en même temps. Prioriser l'action, parce que les décideurs aujourd'hui nous disent « mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Qu'est-ce que je finance? Qu'est-ce que je priorise pour faire de l'adaptation ?» Deuxième défi, agir en contexte d'incertitude. Même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le futur, on peut quand même agir. Et troisième défi, apporter une réponse à la fois donc aujourd'hui et sur le long terme, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs décennies, c'est-à-dire se confronter à la fois aux risques qui surviennent aujourd'hui, aux problèmes d'aujourd'hui, tout en apportant des réponses qui sont compatibles avec les problèmes de demain. Et ça, c'est un enjeu de la décision qui est difficile, donc c'est cette question de résilience plus anticipation. Diapo suivante. Donc cette idée de trajectoire d'adaptation elle est importante. Là, vous avez un petit exemple de ce qu'on a développé justement avec Virginie Duvin, qui va vous parler en 11 heures, sur le cas des Maldives, où on a identifié 5 grandes familles d'actions, la résilience des écosystèmes, minimiser le risque de maladaptation, la relocalisation interne des populations, la fortification des îles quand c'est nécessaire, et la solution, en tout cas le scénario du pire, c'est évidemment la migration internationale de certaines communautés. Et vous voyez qu'on a 5 familles d'actions et on essaie de les organiser dans le temps et les unes par rapport aux autres pour fournir à la décision des clés de lecture de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et à quelle intensité, de ce qui doit commencer à être préparé mais qui sera effectif que dans le futur, etc. Diapo suivante. Et une fois qu'on a un schéma générique comme ça, on peut l'appliquer à différents types de territoires. Alors là, c'est différents types d'îles aux Maldives. Donc, vous avez tout en haut les îles naturelles qui sont peu habitées ou exploitées. Au milieu, vous avez des îles occupées par l'homme et avec des densités d'occupation moyennes. Et puis, en bas, vous avez des densités d'occupation très fortes. Donc, différentes configurations territoriales. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à droite que le petit schéma conceptuel de tout à l'heure va s'appliquer de manière différente à différents types de territoires littoraux et là, différents types d'îles. Et là aussi, c'est des clés de lecture pour les décideurs pour commencer à prioriser, à mettre en place des stratégies d'adaptation sur le long terme. Diapo suivante. Je pense que je ne suis pas très très loin de la fin. Une autre manière d'organiser ces trajectoires d'adaptation, c'est de suivre le principe des cartes de métro. Vous avez probablement tous déjà pris le métro. Diapo suivante, Léo. Quand vous prenez le métro, vous avez une destination, vous savez où vous voulez aller. Vous avez différentes lignes à votre disposition. Ça pourrait être les différentes options d'adaptation. Et vous avez différents chemins, différentes routes possibles à travers ces lignes, pour atteindre votre destination. Et les trajectoires d'adaptation, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est les lignes en pointillé à l'écran. Vous en avez plusieurs. Il n'y a pas un seul chemin possible pour s'adapter au changement climatique. Il y en a potentiellement plusieurs. Et tout l'enjeu de l'adaptation, c'est d'être capable de naviguer entre ces chemins-là, d'en choisir un, mais de savoir à un moment donné que si ce chemin qu'on a choisi s'avère ne pas forcément être le bon sur le long terme, être capable de shifter sur un autre chemin, ce qui suppose d'avoir cet autre chemin en ligne de mire. Donc, cette approche par les cartes de métro, elle est assez intéressante et parlante. Diapositive suivante, s'il te plaît, Léo. On va passer direct parce que je suis en retard, ça c'était juste un exemple. Diapositive suivante, voilà. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Les impacts du changement climatique sont déjà détectables, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, et ils vont très probablement s'intensifier. Donc le futur, c'est maintenant. Et c'est une notion extrêmement importante parce qu'on se confronte toujours à le changement climatique, c'est dans longtemps, donc peut-être que j'ai pas forcément la connaissance ou les moyens d'agir. C'est pas vrai, on peut faire des choses, en tout cas sur les littoraux. Deuxième grande conclusion, même des efforts importants de réduction des émissions de gaz à effet de serre vont avoir des impacts très très forts. Sur certaines géographies d'abord, mais en réalité sur toutes les géographies, donc c'est un problème qui nous concerne tous. Et troisième conclusion, il est urgent de s'engager sur le chemin de l'adaptation. C'est
vraiment, c'est nécessaire de le faire maintenant, parce que vous voyez avec ces questions de trajectoire d'adaptation qu'il y a beaucoup de choses à anticiper. Et on n'anticipe pas en un clin d'œil quand on veut faire bouger des sociétés, vous le savez comme moi. Alors, comment s'engager? D'abord en s'appuyant sur notre expérience du futur, à travers les impacts observés déjà par le passé, aujourd'hui, et puis les réponses qu'on a apportées. Est-ce qu'elles ont marché, pas marché? Pourquoi elles ont marché et pas marché? Sous quelles conditions? S'engager sur l'adaptation en tenant compte des spécificités contextuelles. Toutes les mesures, je le répète, ne sont pas a priori des solutions. Ça peut être des fausses bonnes idées aussi. Et les mesures dont on se dit qu'elles ne sont pas des solutions, en fait, pourraient l'être, mais à un pas de temps un peu plus long. Donc, il y a une vraie complexité derrière ce couple mesure-solution. Et puis, s'adapter en pensant l'adaptation en termes de trajectoire, c'est-à-dire donc chercher à être flexible et à être capable d'ajuster nos stratégies et nos choix à travers le temps. Et finalement, c'est ça la clé de l'adaptation. Et la diapo suivante pour vous remercier et vous dire de ne pas oublier de penser en termes de trajectoire. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Donc, merci beaucoup, Alexandre. On va passer maintenant aux questions. Je vais commencer par une première question. Donc, diriez-vous que votre modélisation est plutôt faite sur des hypothèses optimistes ou des hypothèses pessimistes? J'ai envie de vous dire, ça dépend presque de quand on les fait. Le lundi, en général, après le week-end, on est optimiste. Et le vendredi, on a pris quelques jours de plus et on est moins optimiste. Non, je plaisante. Je pense que, et c'est l'intérêt, par exemple, de participer au rapport du GIEC, par exemple, mais c'est la démarche scientifique en général. Je pense qu'on a un devoir de n'être ni optimiste ni pessimiste, mais d'essayer de présenter les choses de la manière la plus objective et neutre possible, bien qu'on ait tous évidemment des convictions personnelles. Quand je vous montrais ces barres de couleurs graduées qu'on a réalisées pour différentes géographies dans le rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère, on a vraiment cherché à montrer, d'une part, la situation d'évolution du risque si on continue sur la trajectoire de réponse en termes d'adaptation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ça commence mais c'est pas révolutionnaire non plus. Et l'autre barre, c'était sur et si on faisait les efforts maximum d'adaptation qu'on puisse faire. Donc il y a le côté pessimiste et il y a le côté optimiste. Et ce qui nous intéressait, c'était pas les extrêmes, c'était l'écart entre les deux. Et donc quand on travaille sur des modélisations, et c'est vrai aussi pour les climatologues qui font les modèles climatiques, mais là, poser la question à Valérie Masson-Delmotte ce soir, on a vraiment un devoir de ne pas prendre position. Et c'est comme ça qu'on éclaire la décision. C'est justement en montrant le champ des possibles et pas forcément ce qui devrait être fait. Le GIEC a une formule qui est policy relevant but not policy prescriptive. Ça veut dire il faut être pertinent dans ce qu'on fait pour informer le décideur, mais ne pas influencer directement le décideur avec des prises de position. Je pense que c'est notre rôle de scientifique. D'accord, très bien. Du coup, la deuxième question, c'est existe-t-il des entités publiques, internationales ou nationales qui accompagnent, conseillent ces zones géographiques pour mettre en place cette fameuse adaptation? Oui, alors il y a un tas d'ONG qui vont des échelles très locales, hein, des associations de citoyens qui s'accompagnent de scientifiques parfois. Il y a à des échelles plus régionales, par exemple en Méditerranée ou en Nouvelle-Aquitaine, vous avez un consortium de scientifiques qui s'est organisé pour faire des mini-GIEC
des GIEC plus régionaux, c'est Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine, et c'est, je me rappelle plus le nom, mais en Méditerranée, il y a la même chose. Ça s'organise petit à petit, donc des consortiums scientifiques qui vont, à l'échelle d'une région, faire un bilan des connaissances scientifiques et en tirer des conclusions qui seront nécessairement utiles à l'action. Après, à des échelles nationales, vous avez évidemment des groupes comme par exemple, le think tank dans lequel je travaille, l'IDRI, à Paris, qui ont pour mission de faire ce pont entre science et décision, et en l'occurrence, sur plein de sujets, mais y compris la question de l'adaptation au changement climatique. Vous avez au sein des ministères des groupes de personnes qui travaillent spécifiquement sur les questions de changement climatique. Et puis à une échelle internationale, vous avez des grands think tanks. Bon, l'IDRI en fait partie, mais c'est un petit. Mais vous avez des beaucoup plus gros think tanks comme le Stockholm Environment Institute ou le World Resource Institute, qui vont faire du lobbying à l'échelle internationale, justement sur ces questions d'adaptation, par exemple dans les COP de la Convention climat. Donc il y a des choses qui se font, mais on doit faire plus. D'accord. J'ai une autre question, c'est des indicateurs me semblent nécessaires pour pouvoir réorienter une stratégie d'adaptation. Comment mettons-nous en place des indicateurs de ce type chiffrés, alors qu'il apparaît que ça soit difficile de mesurer les impacts? Exactement, c'est tout le problème, enfin c'est un des problèmes de l'adaptation. Pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, vous avez des métriques quantifiées possibles. D'abord, vous avez eu cette espèce d'ovni dans la sphère des politiques internationales, c'est la mise en place de ce fameux plus 2 degrés et maintenant plus 2, plus 1,5 degrés. Ça donne un cap, un horizon, à partir duquel on peut traduire les efforts de température, de réduction de température en efforts de concentration de gaz à effet de serre, donc d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous avez cette espèce de choses que vous pouvez quantifier à l'échelle de secteurs, de territoires, etc. Pour l'adaptation, on n'a pas ça. Beaucoup de gens se demandent si on devrait avoir ça, une métrique quantifiée pour l'adaptation, et beaucoup d'autres se disent non, ce sont des approches très différentes et l'adaptation a tellement, c'est ce que je vous disais, les mesures par exemple, leur pertinence est très liée aux conditions spécifiques du terrain ou du territoire que vous étudiez. Donc, c'est difficile, et c'est vrai pour l'adaptation en son ensemble, donc c'est difficile de comparer l'adaptation ici et l'adaptation ici, alors que c'est plus facile, même s'il y a plein de défis, mais c'est plus facile de comparer l'atténuation ici et l'atténuation ici. Donc, on a un vrai problème de caractérisation par des indicateurs quantitatifs de l'adaptation. Alors, quand on est économiste, on simplifie les choses et on dit, ben voilà, tout se résume à un coût économique et donc je vais comparer des coûts économiques. Bon, quand on est d'une autre discipline, on dit, mais non, il n'y a pas que les coûts économiques dans l'adaptation, il y a aussi les coûts en termes d'équité sociale, en termes de bien-être, en termes de préservation des écosystèmes, etc. Donc, il y a des débats. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur communément et universellement accepté qui pourrait décrire l'adaptation de manière quantitative. On s'achemine progressivement, nous on a des travaux de ce type-là à l'IDRI, vers plutôt des systèmes d'évaluation par jugement d'experts. Pas forcément quantitatif en tant que tel, mais entre le quantitatif, parce qu'il y a des choses intéressantes en termes de données quantitatives, mais aussi en intégrant des aspects très qualitatifs, pour essayer d'avoir des visions d'ensemble, notamment, on appelle ça les scorecards, des choses, comme si vous aviez une échelle de 0 à 10, voilà, en termes d'adaptation, je suis entre 0 ou 10, et vous demandez à différents experts de dire où ils pensent qu'on est, et après vous les réunissez pour dire, ben voilà, il y a certains qui pensent qu'on est là, d'autres qui pensent qu'on est là, qu'est-ce qu'on trouve comme compromis? On est plutôt sur ces démarches-là que sur des approches très quantitatives, type
modélisation économique ou quoi. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les risques d'îles artificielles risquent-ils d'être confrontés à une pénurie de sable, sans parler des dégâts importants sur les écosystèmes? Et où est-ce qu'on récupère tout ce sable? Alors, je vais vous parler du cas des Maldives précisément, et je suis sûr que je vais pas tout dire parce que je connais pas forcément tout sur ce cas. Bien sûr, là, en l'occurrence, l'île que je vous montrais tout à l'heure, Ulumale, elle a été construite artificiellement à partir d'un petit îlot de sable sur l'ensemble du récif corallien qui était là à l'époque. Alors, bien sûr que c'est une destruction de l'environnement local direct. C'est vrai. Parallèlement, c'est un pays dans lequel qui est fait majoritairement de très petites îles, et dans lequel il y a une pression démographique absolument phénoménale. Jusqu'à peu, on doublait la population tous les 25 ans. Donc, on a sur l'île capitale des densités de population qui atteignent les 65 000 habitants au kilomètre carré. Hein. Je pense que dans la région parisienne, on est à peu près à 20 000 habitants au kilomètre carré, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez le type de pression qui s'exerce aussi en termes de démographie et de société. Donc, d'un côté, on a un environnement fragile, de l'autre, on a des enjeux de développement qui sont colossaux, et on n'a pas le droit, a priori, de dire l'environnement c'est plus important que l'humain, ou l'humain c'est plus important que l'environnement. Il faut trouver un compromis. Et finalement, quand on regarde ce cas de Ulumale, de cette île artificielle, on se rend compte que peut-être que le compromis n'est pas si mauvais à l'échelle des Maldives, parce que cette île artificielle, elle va permettre d'accueillir à peu près le tiers ou la moitié de la population dans les 1 à 2 décennies à venir. Donc, quelque part, ça va être un soulagement sur la pression démographique dans les autres îles, et donc sur la pression sur l'environnement dans les deux autres îles. Donc, localement, bien sûr que ça détruit l'environnement, et on pourrait voir ça comme de la maladaptation pure et simple. Quand on regarde à une échelle plus large, celle de l'archipel, on se dit, ah, c'est peut-être une solution d'adaptation en réalité, à partir du moment où dans les autres espaces, on limite les pressions sur l'environnement. Donc, voilà, est-ce que les îles artificielles sont une solution? Ça dépend des lieux, mais en général, quand on se lance dans une construction d'île artificielle, c'est qu'on a des pressions de développement derrière qui sont assez lourdes. Je pense que je n'ai pas totalement répondu à votre question. Ah oui, le sable. Et là, en l'occurrence, cette île artificielle, elle a été construite à partir du concassage de récifs coralliens localement et puis sur les récifs environnants. Donc, là encore, destruction des espaces récifaux. Mais il faut savoir que faire venir du béton ou du ciment aux Maldives, en fait, c'est extrêmement coûteux. Donc, après, il y a la question de qui paye. Est-ce que la communauté internationale est prête à payer pour ça, par exemple? C'est une vraie question. Et on a des prélèvements de sable en général sur les zones qui sont les plus accessibles, c'est-à-dire près des récifs. Donc ça, c'est pas super, mais il y a potentiellement des réserves de sable dans des zones plus profondes qui demandent d'autres techniques. Là-dessus, demandez à Virginie Duva à 11h, elle saura vous répondre. D'accord. Et juste, je tiens à préciser aussi que cette conférence sera disponible en retransmission juste après Jacob. Donc, vous pouvez avoir accès à cette conférence, la revoir maintes et maintes fois. Donc, voilà. On va prendre une dernière question. C'est quelle part occupe la disponibilité énergétique, donc en besoin de ressources largement fossiles pour construire les digues aujourd'hui, dans ces différents modèles que vous nous avez présentés? Je ne saurais pas vous répondre avec précision, je suis désolé. C'est une question trop précise pour mes compétences.
Je sais simplement que effectivement, de plus en plus arrive sur le tapis et sur la table des décideurs cette question de. Alors c'est difficile d'être décideur parce que d'un côté vous faites de l'atténuation, de l'autre en réduisant la consommation d'énergie du territoire, en essayant d'avoir des bâtiments qui gèrent mieux les éventuels pics de température, etc. Puis de l'autre côté, on vous demande de faire de l'adaptation. Donc déjà, ça c'est difficile. Et puis, alors, il se trouve qu'il y a une troisième source de problème qui est et les liens entre les deux. C'est un peu la question qui se pose là, même si je ne peux pas y répondre sur l'aspect technique. En tout cas, c'est une bonne question dans le sens où engager des efforts d'atténuation énormes. Si c'est au prix de réduire nos capacités d'adaptation localement, du coup, ça pose la question de est-ce que ces efforts-là d'atténuation sont vraiment les plus pertinents? Et inversement, faire des efforts d'adaptation très forts, par exemple en construisant des digues et par exemple en utilisant du ciment et du béton, qui va avoir des impacts en termes d'atténuation, si faire des efforts d'adaptation très forts finalement met à mal les efforts d'atténuation du territoire, alors là on est mal aussi. Donc il y a ce compromis à trouver, quel est le juste milieu entre les deux et comment. Alors après il y a des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies qui permettent aussi et qui vont progressivement faire surface et qui vont permettre de trouver ces compromis entre atténuation et adaptation. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas répondre plus précisément que. Je peux juste dire que c'est une bonne question. D'accord, c'est pas grave. On va conclure vu qu'il nous reste 2 minutes. Déjà, je tenais à vous remercier au nom de la COP d'avoir bien voulu intervenir. C'était très intéressant comme conférence. Je vais aussi rappeler ce que vous avez rappelé dans votre conférence, c'est que pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, à 11 heures, il y a la conférence de Virginie Duvat qui va nous parler plus en détail des solutions basées sur la nature. Je voulais vous remercier tous ceux qui ont assisté à cette conférence. C'était vraiment très bien. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez apprécié. Oui, certainement que les gens apprécient. Moi aussi, je voulais vous remercier pour organiser ce type d'événement. On a besoin de ça. C'est vous les décideurs de demain. Et donc, il ne s'agit pas de tout vous remettre sur le dos, mais c'est à vous de vous saisir de ces sujets parce que les politiques actuelles s'en saisissent décidément pas assez ou pas assez vite. Donc je suis ravi que ce genre d'événement existe. Et alors, avoir 450 participants, c'est super. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.